Le Grand Ange se trouve à l'entrée et à la sortie du champ amazonien. Il est l'aboutissement ou le premier enfant, ça je ne le sais pas trop bien. En tout cas, c'est une figure qui a un très grand corps terrestre et en même temps un corps du ciel, des yeux en verre antique, en miroir très ancien, qui ne porte plus d'anecdotes sur ce corps. C'est un corps amazonien sans anecdote, sans histoire, c'est-à-dire éternel. L'ange amazonien, c'est quoi? L'ange amazonien est probablement mon rêve. C'est peut-être le plus grand vœu que j'ai jamais fait. C'est peut-être ce que je suis. Ça, je ne le sais pas non plus. C'est une figure qui est limpide, qui est très très propre, qui est absolument morale. Nietzsche parlait d'un être surhumain. Moi, je n'y crois pas. Je crois que l'ange, curieusement pour moi, est l'être humain s'il est vraiment humain. Et en même temps, c'est bien entendu une figure androgyne. Je ne dis pas féminine. Je crois que tu as aussi peint d'autres figures ailées. D'autres figures ailées qui ne sont pas des anges? Mais ce qui serait quoi alors? Harpie? Ah, mais ce sont des anges aussi. Pour moi, les harpies, les démons, c'est tout un monde qui fait partie de l'angélique. Absolument. Je ne vois pas du tout l'ange comme le voit une quelconque religion. C'est une religion alors amazonienne aussi, et ça sort d'un fond de Babylone, dur, de Sumer, d'un monde où Ishtar était encore sur la terre, et où elle avait certainement des griffes de harpie et des ailes d'ange. Ce sont des êtres très complets. Pour moi, c'est ce qu'il y a le plus complet. L'Amazonie, pour toi, c'est les Amazones ou la jungle? Ou les deux? C'est la jungle des Amazones, bien sûr. C'est la foultitude, la pluralité la plus exquise, la plus extraordinaire, la plus terrible aussi. Ainsi, j'ai dormi à corps ouvert. Une main pour garder les frontières du sexe. Une main pour veiller sur la natte du soleil. Une autre pour armer le cœur. La quatrième en haie devant les lèvres. Une main pour garder les frontières du sexe. Une main pour veiller sur la natte du soleil. Une autre pour armer le cœur. La quatrième en haie, devant les lèvres. La cinquième pour fermer mes yeux, aux soupçons trop éblouissants. L'une pour creuser l'émail du front.
l'autre pour soutenir l'affront du soleil, sans sexe et sans flèche. Ce corps le plus lisse et uni du monde, surmonté nuit pour nuit d'un masque de gorgone gargouille et d'une trace de balançoire rongée, contre laquelle je venais parfois poser ma sueur, exhaler ma plainte sombre, ma peine défendue. Ce fut ce temps de pénurie, Ce fut ce temps de où l'on vint me pénurie, couvrir du sel sous où l'on lequel vint je me me plie. couvrir du sel Moi, sous lequel je me aimer plie. cette figure, Moi, aimer dont cette l'une figure appartient dont à l'une l'énigme. appartient à l'énigme. D'abord, je dressai le temps, puis ta langue. J'ai dansé et réfléchi tel un miroir au-dessus des selles de l'abîme. J'ai vécu jusqu'aux 13 heures de ton matin fragile, répandant l'excès de tes minutes et leurs eaux primordiales. Et dans le hachoir de ta vie coûteuse, ajoutant les progrès du feu. Par la fumée, une église m'est entrée dans le corps, empruntant les avenues les plus sûres, en guerre contre la vie, qui choisit les passages étroits du sexe. J'ai ployé sous les chapitres courts de cette première aube de ton année. Mes bras serrés par un collier de nasse sur ma poitrine ouverte. L'ombre vint souffler ce que nous avions laissé de vin jaune et vif. L'ombre vint souffler ce que nous avions laissé de vin jaune et vif.
fumée. La bouche. Souterraine. Ton front. Noir. Terre. J'ai trouvé dans ta bouche le goût de la mer et des lavandes. La mer. Et je m'incline devant cette écume unique, celle de mon temps, Lavande. fumure de ma vie. Tu as le regard très noir et très large, que 1000 années durant j'ai cherché dans la paille hostile et rousse. Sel. Je te veux demeurant ici par la fureur pure de ma salive. Je chante doucement ton oreille close et te salue d'un geste si long que nos lisières s'ébruitent sans fin. Ton oreille. Sans fin. Zurück kehre ich in den großen schlaflosen Mond, an meine Vulkane im Herd, an mein Leib- und Marmorsieb, wo dein unbesiegbarer Rauch heimlich zittert über Geköpften und Gestürzten, wenn die Dornen zarte Klauen wagen
über den leeren Kirchen. Wenn ich dir die Lippen mit blassen Blumen schwelle und dich salbe mit unterirdischen Wassern und der mutwilligen Schrift des Beiles folge, auf deiner Stirn aus rotem Filz. Je suis retournée dans une immense lune insomniaque. Dans mon corps, passoire de marbre où tremble ton invincible fumée. Quand je veux te gonfler la bouche de fleurs pâles. Quand je voudrais toindre le visage de mes eaux souterraines. Et suivre l'excessive écriture de la foudre sur ton front de feutre cru. Fremd kamen wir an, Schwestern über das Meer hinaus und versenkten den Anker im hellen Grase. Im Auge der dringenden Königin leuchtete noch der Staub der Wüste und erkannte sich wieder in der roten Erde. Die Felder bargen die warteten Steine. Unsere Welt öffnete große Hände voll Moos. Wir bauten unter den Flügeln der Ewigkeit uns überlebende Gedanken.
volerons-nous encore ensemble, avec celle au dos éclaté, dans les blés bleutés et les feuilles de songe? Tiendrons-nous ouvertes les poitrines glissantes et les fentes de tous les tremblements, avec le feu vif de toutes les langues mortes? Tiendrons-nous ouvertes les poitrines glissantes et les fentes de tous les tremblements, avec le feu vif de toutes les langues mortes? Écrirons-nous nos noms avec du sang et du miel, et nos voyages au-dessus des carrés, dans les firmaments? Parchemin pour l'avenir des Amazones. Pour un théâtre d'ailes, je tente le vent et ces grands oiseaux pourpres et hyacinthes, mes chérubiniques voyageuses. Scène androgyne dans chacune de mes demeures psychiques. Les reines urgentes surgissent de leur seule origine qui est le don. Elles s'élèvent vers de fulgurants avenirs, dans l'ossature de l'œuvre, où je sème les poudres du rire aux couleurs de la vérité de l'amour, sur le dessin du corps adoré. Là où le bleu et le rouge s'étreignent pour le violet de l'essor de la passion, où l'aube mordorée se mêle d'outre-mer pour la naissance d'un arbre de vie en terre de Sienne, dans le nombril d'une grande déesse ressuscitée.
Tendue de lumière future, la force amoureuse des femmes met debout le rêve audacieux et lui donne, en une geste puissante, les ardentes ailes des êtres en devenir. Elle-même, 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 Epona, Pandora, Morrigan, Ariane, Amazone, guerrières, sorcières, nonnes, simples actrices d'elles-mêmes, géantes et naines, vêtues de racines, greffes, hybrides, leurs entrailles et meubles cloués au fond de demeures sonnées, dont elles arrachent le désuet papier moisi, afin d'en former l'univers pétri de leur salive de fable. Sœurs converses, terriennes d'avant les beaux mémoires, elles se parlent en gemelles multiples, et leurs langues étonnées caressent une parole nouvelle-née. Epona, Pandora, Morrigan, Ariane, Nausicaa. Nous nous donnons les guerrières, les déesses, les récitantes prophétesses, les agitatrices liquidatrices, les initiatrices, dispensatrices, créatrices, les bâtisseuses, les donatrices, toutes coupeuses d'ombre, chantant les litanies à l'envers.
des orties, Ishtar du désir, Epona baptisée par la jument seule, Pandora sans son fusil, Morrigan reine du cauchemar, Ariarod chasseresse, Nausicaa impatiente, Enguerrand en paix, Taré, ingénéré, puiné, Désiré gai et Camomille larcin, Aster, Shangaïne et Alcestradar, Brisé Isculo et Gésine Forbon, Osée le pire et Ludovica Lufia, Olympia unica Moffet, Luisante Félix, Apolline Malenfant, Vitica Ingrim, Una digne triomphante des figues, Aliénor Hachémite qui réfléchit à votre perte, Ondry la hideuse demoiselle à la mule, dans l'exacte lévitation de la folie, enjambe vos corps passoires de marbre, où tremble la fumée vaincue de votre vie, et s'en retourne vers l'île de Saint. Vitica Ingrim, Onadine triomphante des figues, Ishtar, Kundry, das schreckliche Fräulein auf dem Maulesel. L'enfance, d'abord la naissance. Je suis née dans un des pires moments de ce siècle, je pense, quand le diable régnait sur la terre, dans une forteresse en Pologne, à Wrocław. Et cette naissance m'occupe et me préoccupe énormément. Et je l'appelle la naissance d'Eurydice parce que je travaille sur cette naissance, comme sur tout ce qui est mon corps et mon être, parce que j'ai l'impression de naître dans le royaume des morts. C'était l'Allemagne fasciste. Et je suis née par césarienne, ce qui aussi me fait beaucoup travailler et penser, car je n'ai pas connu ma mère comme on peut connaître sa mère aujourd'hui. Elle était dans le coma, elle était dans une narcose, elle n'était pas là, elle ne pouvait ni me voir, ni me caresser, ni m'habiller, ni me nourrir. Et j'ai dû attendre très 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 longtemps
avant qu'elle se réveille donc d'une maladie. J'ai eu longtemps l'impression d'être née d'une maladie à tout point de vue. J'ai réfléchi beaucoup là-dessus, mais bon, je suis née de la main d'un chirurgien nazi. Et quand ma mère s'est réveillée et qu'elle a dit « Est-ce que l'enfant vit ?» Il a dit « Mais bien sûr, elle vit, la petite princesse du Troisième Empire. » Et là, elle s'est mise à pleurer épouvantablement. Et ma mère faisait de la résistance. On l'appelait l'ange de Lublin, parce que nous vivions à Lublin aussi, à Cracovie, par la suite, à Varsovie. Et elle cachait constamment des gens. Donc j'ai vu des gens que mon peuple tuait. J'ai eu par la suite, évidemment, une grande attirance vers ce peuple-là et un complexe de culpabilité, comme toute ma génération. Il y a une très grande culpabilité. La mienne va disparaître avec ma disparition physique. Je ne pourrai jamais m'en guérir. Il n'y a absolument aucun moyen pour cela. Ensuite, nous avons fui la Pologne. Nous arrivions en Allemagne et là, nous avons beaucoup souffert. J'ai connu la faim, la véritable faim et la véritable misère, la véritable pauvreté. Je pense aujourd'hui, on parle souvent de faim. On ne sait pas ce que c'est que de vivre que de pelures de pommes de terre et d'être une enfant. Oui, c'est un peu ça. Les ruines, la poussière, la misère. J'ai dû travailler très jeune. Enfant déjà, je portais les journaux et les journaux allemands sont très importants. C'est-à-dire c'était un travail de porter des kilos. Ensuite, j'étais fille de course pour un magasin dans le port et je portais des matelas et des duvets à nettoyer et à ramener. Et puis ensuite, j'étais ouvreuse de cinéma. Et il fallait cet argent parce que ma mère avait fait des études de médecine, mais elle n'a pas pu aboutir, elle était très malade. Mon père nous avait quittés, nous n'avions pas du tout d'argent et il fallait que je travaille. Et j'étais l'aînée, j'ai remplacé mon père, j'ai donc travaillé dans ces différents métiers. La question d'étudier ne s'est pas posée, c'était hors de question. D'où prendre l'argent? Impossible. Le mot autodidacte déjà, on imagine par là que c'est une personne qui s'apprend tout elle-même. Mais c'est jamais sans le recours à quelqu'un et sans le secours de quelqu'un. Donc au départ, ma mère était mon maître, c'est certain. Elle m'a ouvert toutes les portes à toute la culture. Et c'est un rayon tellement plus large finalement que les études universitaires. Plus large, plus profond, et plus solitaire, c'est-à-dire que j'ai erré à tout point de vue. Il ne faut pas oublier, ça passe par beaucoup de pays, beaucoup de langues. Je me suis appris à moi-même des choses en lisant, je pense. En lisant et en regardant, en voyageant et en ne négligeant pratiquement aucun musée. Mais j'étais seule avec ma pensée, je n'étais pas guidée par quelqu'un. Moi, je crois que j'ai étudié tout seul, mais je ne suis peut-être pas autodidacte. Moi aussi, j'ai eu des maîtres, seulement je ne les ai pas connus physiquement. Et on retrouve toujours le même problème de l'absence physique dans toute ma vie.
J'ai toujours été privée de corps et je crois que c'est pour ça que j'ai peint des corps après. Bien, j'ai quitté l'Allemagne, j'avais à peine 17 ans. Je suis venue à Paris, où j'ai eu une vie très misérable. Ensuite, je suis allée en Espagne, où la vie était également misérable. Ensuite, je suis revenue, puis j'étais en Afrique. Et à un certain moment, je me suis fixée à Paris, tout en comprenant qu'ici, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et c'est là que j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai travaillé chez Interpol comme bibliothécaire, j'étais mannequin chez Ungaro. Je ne sais pas, j'ai à peu près dû tout faire ce qu'on peut faire dans cet état-là. À Paris, j'ai commencé mes peintures à la cire au-dessus d'une baignoire. Je peignais, je faisais énormément de saleté. Parfois, je trouvais les gens très gentils, ils me prêtaient un appartement en travaux et je peignais là. Et ce que je voulais, c'est partir, quitter la ville, aller à la campagne et essentiellement reconstruire des maisons. Je vis sur une haute terre, sur une montagne en quelque sorte, sur un plateau. Mais mon histoire avec la nature est devenue très étrange. Il y a tellement de nature que je ne sors presque plus. Que je suis très très cloîtrée finalement. Il y a tellement de nature. Mais quand je sors, je la bénis. Elle est merveilleuse, elle me fait du bien. Peut-être que je n'aime pas tellement la nature et la terre, je ne sais pas. Peut-être que je vis comme ça parce que dans la ville et avec les autres, on casserait ma force. Et que sur la terre là-bas, elle est immense. Et elle peut agir pour les autres. Je pense que je ne serais rien dans une ville et que je suis tout là-bas. Mais les hauts plateaux, c'est Saint-Rémy, c'est le Gard, c'est cette terre du Midi. Et là, il y a autre chose, parce que c'est une attirance esthétique, et qui vient d'ailleurs de notre formation intellectuelle allemande, qu'on soit cultivé ou pas, qu'on soit autodidacte ou pas. Bon, nous sommes nourris d'hellénisme, et nous cherchons ça. Nous cherchons ce monde où nous pouvons regarder une colline et dire, voilà les déesses et les dieux qui vont arriver. Nous cherchons la source, nous cherchons le ciel, nous cherchons les mythes. Nous sommes un peuple très, très mythologique.
Et quand j'ai vu ces terres-là, j'ai compris que c'est ça que je voulais, et pas les grandes forêts allemandes avec les spectres et avec les morts. Je voulais une sorte de solitude crayeuse, très claire, hellénistique et ouverte sur la mer, et très très haut. J'avais un désir et un projet d'un grand peuple de femmes et d'Amazones. Alors, je les ai peintes telles que je pensais qu'elles étaient, et tout ce temps-là, j'ai eu l'impression de peindre et d'écrire ces personnages comme si c'est elles qui voulaient que je le fasse, et que je n'étais que l'instrument. D'où sont venues ces figures, je ne peux pas le dire. Mais certainement qu'il y a un lien entre ces personnages et moi sur des millénaires et des continents, et qui est très vrai. Dans l'histoire ont existé des êtres de mon genre. Donc j'ai voué toute ma vie à les réveiller. Je vais les réveiller à l'histoire de maintenant et à l'histoire tout court. Et j'ai peint tous ces personnages, oui, Amazone, démon, grande ogresse, personnages terribles, mais terriblement bons, terriblement forts. Il n'y avait rien de petit, rien de mesquin, rien de féminin classique, mais plutôt de femme dans le sens antique. J'ai peint beaucoup aussi les figures qui vivent avec moi, les poupées articulées, les figures de procession. Et je fais maintenant un travail que j'appelle néo-hellénistique, mais qui est calme, qui est très tranquille. Alors je fais une peinture où je me rapproche de ce que j'aime peut-être le plus au monde et qui est la philosophie, mais pas sèche dans les livres, mais vécue. Et chaque personnage est un personnage qui pense, c'est-à-dire je peins des femmes qui pensent. Et elles sont grecques, oui.
franchise de mélanon, svelto harpie, cool, striche et virago, vierge, sibylle et midi, putain et fée, précieuse et ogresse, avance sur le sucre noir à pas grinçant, jette dans l'âtre leur lait, boivent les eaux saturées de cendres, mandre noir dans vos mines de sel, où soudain des roses transpercent les doigts. Elles sont en fait travaillées comme des fresques. C'est un carton qui est enduit de plâtre, de stuc, comme on faisait autrefois, avec une manière de détrempe qui est mouillée. Ensuite, il y a tempera, gouache. Et ensuite, je fais toute une cuisine terrible avec du savon et de la cire. Et tout ça donne l'impression comme si elles n'étaient pas de cette époque-ci, mais bien d'il y a 4000 ans. J'ai l'impression que je fais le portrait, non pas des grandes personnes que j'admire et aime connues comme Sappho, mais bien de toutes ces femmes grecques qu'on ne connaît pas, parce qu'on a détruit leurs traces. Et moi, je travaille à refaire les portraits que d'autres ont détruits. J'utilise des pigments qui sont la base de toute peinture et que autrefois, dans des techniques égyptiennes, de l'encaustique, ça s'appelait l'encaustique pour la peinture funéraire, on l'a mélangé en effet à de la cire. Mais moi j'y ai introduit, j'ai redécouvert cela sans le savoir du tout, mais j'ai introduit quand même énormément d'objets dans cette masse, ce que les Égyptiens ne faisaient pas. Ensuite, après les Égyptiens, on prenait ces mêmes pigments toujours et puis on y ajoutait du jaune d'œuf et puis de l'huile. Et moi pas, je ne fais pas ça du tout. Je prends toujours la cire, je prends toujours la graisse finalement. Et j'ai toujours dit, bon, c'est la graisse originelle de laquelle nous venons, quoi, puisque c'est une graisse animale, la stérine. Et cela fait une sorte de pâte, l'ensemble. Avec la graisse et la terre, on fait le corps. À l'époque, mon atelier avait l'air d'un dépôt de vieux vêtements, de vieux tissus et aussi d'une décharge publique, d'une poubelle. C'était assez terrifiant. Il y avait toutes sortes d'insectes et puis des rats et tout ce qu'il pouvait y avoir. Mais il n'y avait rien qui échappait. Même la crotte de rat devait bien rentrer dans le tableau.
Alors, je prenais une immense toile, je la tendais de jute, je clouais tout ça, je faisais cuire, bouillir de la stéarine et de la paraffine, qui est un dérivatif du pétrole, je crois. Et ça faisait des fumées noires, donc j'étais dans une atmosphère, on me voyait à peine. Et je voyais, en tout et pour tout, le champ de ma toile, pas plus. Et par terre, à genoux, et presque couché sur le tableau, et dedans, dans ce tableau et dans ce corps, je peignais beaucoup avec mes mains. Je me brûlais les mains. Et à l'époque, j'aimais beaucoup me réveiller le matin. Alors que d'habitude, je n'aime pas ça du tout. Mais là, il y avait tout mon peuple. Il y avait toutes ces figures. Je me réveillais, je leur disais bonjour. Leurs yeux étaient des miroirs. Alors je me voyais, je voyais le monde dans leurs yeux. C'est donc vraiment un acte d'amour et un art d'amour que j'ai fait là. C'était un rituel, je pense, un rituel de mise au monde hors du sang et hors du corps biologique tel que nous l'avons, mais très fort dans son corps, sa matérialité et sa matrice. Et en effet, je les ornais de tout ce que je trouvais dans la nature, comme aussi au bord de la mer, des petits débris d'assiettes, de briques et de tuiles, et des clous rouillés, et des plumes d'oiseaux, et des fleurs séchées. En plus, ce qui distingue tous ces tableaux des tableaux habituels, c'est qu'on peut les caresser et que aussi l'odorat est satisfait, car ça sent très très bon la cire. J'entends, c'est une très très curieuse peinture. On peut peut-être même pas dire que c'est une peinture, ce sont peut-être des bas-reliefs. On m'a classé comme un peintre d'art brut. Cela devait venir, je pense, de Dubuffet, qui était l'inventeur de cette tendance, disons. En tout cas, il était le découvreur, il était aussi le théoricien. Et j'ai eu un temps une correspondance avec lui, mais je ne pense pas qu'il me considérait vraiment comme art brut. Je suis à la limite de cela, je suis à une frange quelque part. Il y a des aspects de mon travail qui peuvent passer pour art brut, parce que ce n'est pas académique ce que je fais. C'est un art indemne de toute culture. Définition que Dubuffet en a fait dans ses théories, c'est ce qu'il a dit lui. Mais je n'ai pas sa position parce que pour moi, la culture telle que je la vois est de l'amour. C'est toujours là où tu aimes que tu es cultivé. Et je pense que ces personnes dont il a dit elles sont indemnes de toute culture, pas du tout puisqu'elles n'étaient pas indemnes d'amour. Elles aimaient ce qu'elles faisaient. Elles n'avaient pas appris à l'école comment il faut peindre. C'était des personnes souvent très très solitaires et comme vous le savez, enfermées dans les asiles d'aliénés. Essentiellement. C'est là que tout ça a germé. Je suis dans l'annexe du musée d'art brut de Lausanne. Je fais partie des gens un peu singuliers, les singuliers de l'art. Et ça aussi, je trouve une curieuse chose, parce que quel artiste n'est pas singulier?
C'est l'un des volets de mon travail aussi, et je collectionne essentiellement l'art des femmes, ce qu'elles ont pu faire dans les siècles précédents dans leur enfermement. Elles n'avaient pas l'accès à l'art en général. Ces signes de leur vie, est-ce qu'elles y ont mis, m'ont passionné, elles m'ont touchée. Ce n'était rien de très rationnel, mais j'étais attirée comme une enfant par ces choses-là. Le premier facteur pour moi, et là on revient à cette idée toujours d'inventer un peuple et de peupler un espace et de faire la mise en scène, comme on fait sur un tableau une mise en scène d'un peuple dans une maison. Et ma maison est comme un cloître qui est peuplé par des figures de procession et des poupées articulées. Alors ce genre d'être, je l'ai chez moi, elles sont dans les pièces, elles sont là, et curieusement, ces personnages pour moi sont des personnes, et elles m'aident dans ma solitude. Les poupées viennent de la Provence, d'Espagne et d'Italie. Elles viennent de cet immense royaume du bassin méditerranéen auquel j'ai voué toute ma vie. Pour moi, la Provence est un royaume et c'est une très forte terre des femmes.
J'ai vécu 21 ans sur un haut plateau, sans courant électrique et sans le confort qui va avec. C'était une vie du XVIIIe siècle. Les Planes étaient une maison en ruine qui ne possédait rien, pas une porte, pas une fenêtre, pas un sol, pas un plafond, aucun confort, absolument rien. Et dans cette maison, avec ma compagne d'autrefois, nous avons commencé il y a 22 ans à créer un univers habitable. C'était un travail très dur physiquement. J'ai été maître d'œuvre dans le bâtiment et ce que je gagnais, après avoir vendu le reste, eh bien, je le mettais dans cette maison pour en faire quelque chose de merveilleux, comme un cloître ou un petit château. Et j'en ai fait quelque chose où je me demande parfois, est-ce que je n'ai pas fait une gigantesque boîte de poupées, un théâtre où se joue dans chaque pièce silencieuse où personne ne vit, une pièce. Une pièce de qui, je ne sais pas. Mais il y a des personnages qui jouent quelque chose et je pense que les objets se parlent. J'ai cette curieuse impression que le temps qui se passe là est un temps tout à fait autre que même le mien quand je ne suis pas dans la pièce. Mais il se passe un théâtre permanent, muet peut-être. Le sigle des amantes imputrescibles, la cavalière caucasienne, la mère originelle, la reine des abeilles, Isola Lesbros, Magloire Prévost, Aliénor Achénique, Byzance Bergamote, le doute philosophique, Opus Incertum, Elsbeth Bathory, Pandora sans son fusil, Marina Malbec Onikari, du lieu peint je vous tire la langue comme un arc, le lien des harpies, traversée de l'oniromancienne à la bouche cousue, le prix du visage. La démone bâtit ses cités dans le sud. Solstice à Babylone. Les 5 libellules. Les anges.
L'ange de la Gesta Romanorum, l'élève magicienne, Hypatia à la face adorée, l'ange de la leçon des ténèbres, Angelus Novus. L'Amazone bleue, la Zuleja dans le miroir, la musicienne à la lune, la joueuse de luth, Artémis dans le tissage des fresques, savoir et mesure, envol et constance. Je suis un être nocturne. Je ne peux pas dire noctambule parce que je ne déambule pas, mais je veille. Je suis une sorte de vigile, de veilleuse de nuit, comme si j'avais la garde de quelque chose. Et je pense que j'ai la garde là-haut, dans cette solitude immense d'un lieu, et je m'endors quand les autres se réveillent. Je sais qu'ils partent à leur travail et je peux dormir tranquille. Et dans la nuit, je suis évidemment beaucoup mieux avec tous ces personnages qui m'habitent, qui sont absents, mais que je vais mettre en vie. J'ai besoin d'un silence et j'ai besoin du noir aussi. J'aimerais les vivre la nuit tout le temps, d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de peintres qui travaillent la nuit qu'on le croit. Et je pense que c'est un mythe, cette histoire de la lumière et la lumière du nord et l'atelier. Ce n'est pas vrai du tout. Je fais des choses magnifiques de couleurs la nuit.
et avec très peu de choses, avec des chandelles ou une mauvaise lampe à gaz. Je vis la nuit derrière la lune, dans un monde de bons et aimables spectres qui m'accompagnent. Et je vois tellement beaucoup de choses la nuit qu'il m'est agréable de me reposer l'œil avec des êtres humains dans leur réalité, quand j'en vois. J'aime beaucoup regarder les gens. Ils me reposent de toutes ces visions, parce que partout il y a des corps, partout il y a des visages et des têtes, et puis je suis une sorte d'esclave, majestueuse d'ailleurs, mais je dois exécuter la volonté de quelqu'un qui veut que je peigne et décrive tout ce fourmillement. Et c'est derrière la lune que j'habite. Une armée de femmes, chaussées de vert aimant et de fer rouge, peint doucement de son corps lumineux une enseigne de couleurs inouïes.